Bonjour les amis, nous voici en direct de Radio Plus, c'est Emma Goldberg et voici mon émission Conversation entre amis by Emma Goldberg avec aujourd'hui comme invité spécial Jacques Veneruso, le compositeur entre autres de chansons pour Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman et toute l'équipe. Je vous invite à écouter toute la carrière de Jacques Veneruso. Jacques Veneruso, dans Conversation entre amis. Bonjour les amis, nous voici encore pour une nouvelle édition de Conversation entre amis by Emma Goldberg sur Radio Plus. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Jacques Veneruso, auteur et chanteur qu'on ne présente plus, qui a créé beaucoup de choses et qui va nous parler de son univers et de sa vie de créateur. Bonjour Jacques, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, bonjour tout le monde. Voilà, j'avais envie que les auditeurs te découvrent et découvrent ton univers et ton amour pour l'écriture parce que tu as écrit beaucoup de chansons et j'ai envie de faire découvrir tes débuts et toute ta carrière qu'on ne présente plus bien évidemment, mais quelquefois le créateur a des choses à dire et je donne la parole au créateur. Peux-tu nous dire d'où tu viens et comment tu as commencé ? Alors, j'ai grandi à Marseille. Mes parents sont arrivés d'Algérie, puis on s'est installé à Marseille. Et, j'ai grandi à Marseille, puis dans la rue où j'habitais, on se retrouvait toujours entre copains. Et un jour, il y a un de mes amis on lui a offert une guitare. Ses parents lui ont offert une guitare. Alors tout le monde jouait un petit peu dessus. Moi, au départ, ça m'intéressait pas plus que ça. Je préférais jouer au foot, aller à la pêche, etc. Et un jour, j'ai joué. Enfin, je l'ai prise, j'étais seul avec. J'ai pris, ça m'a interpellé. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et j'ai demandé à mes parents, c'était mon anniversaire un peu plus tard, si je peux avoir une guitare. C'est mon frère qui m'a offert ma première guitare. Et à partir de là, bon voilà, ça a commencé. Et dans l'impasse, j'ai commencé à jouer avec un batteur. Et puis il y avait un groupe qui répétait de l'autre côté de la rue. Et un jour, dans la cour du lycée, il y a un des membres du groupe qui est venu me parler. Et me dire on va changer quelques membres du groupe, est-ce que ça te dirait de jouer avec nous? Et en fait, c'est les gens avec qui 30 ans plus tard j'ai fait des albums avec Céline Dion, Johnny Hallyday, etc. Et on s'est connus au lycée quoi, à 17 ans. Voilà, ça a commencé comme ça. Les membres d'un groupe qui s'appelait Canada, on est sorti dans la fin des années 80. Notamment un album et une chanson qui avait beaucoup marché à l'époque qui s'appelait Mourir des sirènes. Et peut-on citer tes acolytes parce qu'ils sont connus aujourd'hui? Bien sûr, il y a Gilles Lasarzel, chanteur exceptionnel de l'époque qui a fait après beaucoup d'albums solo. Eric Benzi qui est devenu un grand réalisateur, compositeur et réalisateur pour entre autres évidemment Jean-Jacques Goldman. Voilà. Et en fait on s'est retrouvés tous les trois ensuite. Pour un des projets phares qu'on a eu, qui a été assez symbolique, c'était Une fille et 4 types avec Céline Dion, voilà, mais on pourra en reparler plus tard. Et donc, voilà, c'est vraiment, c'est parti, on avait 17 ans, quoi. Voilà. Comment vous avez commencé à écrire vos premières chansons? Qui écrit? Comment s'organise votre envie d'écrire et cette belle aventure? À 17 ans, on a envie de s'amuser aussi, surtout. On ne sait pas vraiment encore, enfin on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas vraiment encore jusqu'où ça va aller. On le fait, surtout quand c'est à l'esprit groupe. En plus, nous, c'était un groupe assez rock'n'roll, donc on aimait tous les trucs du rock américain, etc. Moi j'écoutais aussi beaucoup de chansons françaises, mais on a commencé par faire des reprises, mais tout de suite on écrivait chacun de notre côté, et puis on s'amenait des chansons. On a commencé assez rapidement à se faire un répertoire très maladroit, hein, évidemment au début, mais les bases tout de suite on s'est dit on va pas se contenter de faire des reprises, ça c'est clair, et tout de suite en français aussi. Alors qu'on était fous de musique américaine, mais j'étais aussi un petit peu à l'origine de ça parce que les autres écoutaient vraiment essentiellement de musique américaine, moi aussi, mais j'ai écouté aussi énormément de Ferré, Brel, de chansons françaises très larges. Moi, j'ai jamais eu de limite à ce niveau-là. Et ça m'interpellait d'une manière ou d'une autre. J'écoutais, que ce soit Joe Dassin, en passant par Johnny, en passant par plus tard d'autres, et Léo Ferré, qui est un des plus grands poètes, Brel, évidemment, Aznavour. Donc, j'ai toujours été. Et alors, je leur ai dit, c'est devenu naturel d'écrire en français. Alors qu'au départ, le premier réflexe, surtout à l'époque, surtout pour des groupes de rock, c'était d'écrire en anglais.
C'était l'époque. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Voilà, il y avait Bruce Springsteen qui faisait ce qu'il fallait, donc je préférais écrire dans ma langue plutôt que d'essayer de concurrencer voilà. C'est quelque chose que je maîtrise pas, quoi. Voilà. J'ai une question personnelle. J'adore la chanson Les Sirènes. Évidemment, j'étais ado quand j'ai découvert cette chanson. Et comme beaucoup de gens de cette époque, comment est née cette chanson? De quoi elle est née? Parce qu'elle est magnifique. En fait, elle est née. C'est assez personnel, mais je veux dire. Bon, moi, très souvent, quand j'écris une chanson, je suis tout seul avec ma guitare, ma feuille de papier. Et là, j'étais dans la petite maison qu'on avait de famille au bord d'un petit étang, pas très loin de Marseille, quoi. Et en fait, je venais de perdre mon grand-père. Et c'était lui un peu le capitaine dont je parle dans la chanson. Et voilà, c'est des images comme ça. Et c'est aussi un hommage à l'origine, parce que j'étais fou de Léo Ferré qui parlait de marins dans La mémoire et la mer. Plus tard, je l'ai croisé, d'ailleurs, on l'a croisé dans une émission de télé. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, et il avait apprécié, je me rappelle, la chanson. Et aussi musicalement, des choses plus américaines, du genre Prince, Hendrix, etc., à base de guitare, Jimi Hendrix à base de guitare. Donc, en fait, c'est une chanson qui est venue aussi à une époque où on se cherchait, parce qu'on avait déjà, on était monté à Paris, et puis on avait déjà signé dans une maison de disques, mais il n'y avait rien qui marchait. On avait sorti 2 ou 3 choses qui ne marchaient pas. Et un jour, il y a eu cette chanson qui a tout déclenché. Et voilà, et qui nous a fait aussi entrer un peu dans le métier et être apprécié aussi professionnellement par des gens qui nous ont après, évidemment, beaucoup aidé, dont Jean-Jacques Goldman, évidemment. Quand le groupe Canada démarre avec cette chanson qui vous rend célèbre finalement, quelque part, en tout cas qui vous fait rentrer dans le métier, il se passe quoi? Quelles sont vos envies? Quelles sont vos priorités aussi professionnelles? C'est quoi le démarrage? Qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là de l'intérieur? En fait, le démarrage est un petit peu avant, c'est-à-dire que quand on est à Marseille, on a fait un peu le tour de la scène marseillaise. On tourne en rond, on a des producteurs qui nous... on va dire, on est jeunes, on a signé un contrat... Et après, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y en a un quand même qui nous met un pied à Paris en nous faisant enregistrer ce qui devait être un album mais qui ne l'a jamais été. Un album, soi-disant, au Palais des Congrès à Paris. Un studio des Palais des Congrès, c'est le premier truc qu'on a vu à Paris. On est monté vraiment en voiture avec notre matos. On a enregistré nos premières séances dans un grand studio avec un mec qui commençait aussi et qui est devenu un des réalisateurs phares de Eurythmics, etc. Manu Guillot, c'est vraiment un grand monsieur du son. Et donc voilà. Mais cette expérience-là nous a permis de nous dire qu'il fallait qu'on aille à Paris et que ça se passait là-bas. Donc après on s'est installé et on a commencé à démarcher et on a signé dans une maison de disques qui nous a fait confiance, qui était Pathé Marconi à l'époque, qui est devenu EMI. Après 2 ou 3, comme je te disais, 2 ou 3 échecs, enfin 2 ou 3, pas échecs, mais en fait il n'y avait rien qui se passait, mais ils croyaient en nous. Donc un jour on a changé d'équipe et puis il y a eu cette chanson et on a pu faire un album. Et alors ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment l'époque où les radios libres étaient vraiment à fond, top 50, etc. Et quand on sortait, surtout nous c'était une balade, mais une balade différente quand même, avec des cornemuses à la fin. On a osé des choses qui se faisaient pas trop en France, quoi. Avec la voix d'un chanteur très 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 personnel et original dans le paysage français, beaucoup plus américaine que française, sa voix. D'ailleurs, c'est un grand adepte de John Fogerty, Creedence Clearwater, en fait tous ces groupes de rock américains, Springsteen, etc. Et quand on est arrivé, c'est vrai que ça a été un choc au niveau des radios, et on a fait énormément de radios et tout ça. Donc la chanson, surtout la chanson, est vraiment rentrée chez les gens, quoi. On faisait, je sais plus combien de télé par les faire croire, il y en avait de tous les côtés, des plateaux radio, enfin bon. Et au bout d'un moment, on avançait, mais ça avançait un peu moins vite et nous on aimait bien quand ça continuait. Voilà, il fallait que ça bouge. Gilles Las a commencé à avoir le désir de faire des albums solo, etc. Donc on a décidé d'arrêter le groupe, mais on a continué notre collaboration. Et entre temps, on avait croisé quelqu'un qui a été déterminant pour nous, c'est Goldman, qui était vraiment fan du groupe et qui
à la séparation du groupe, a récupéré Eric Benzi comme réalisateur pour tous ses albums suivants d'ailleurs, a aidé Gildas Arzel à faire ses albums solo, le soutenir et même jusqu'à aller le prendre en première partie évidemment, mais nous on avait déjà fait avec le groupe la première partie de Jean-Jacques, c'était un souvenir extraordinaire, et aussi à même aller sur les tournées de Gildas, se mettre derrière avec sa casquette et faire les chœurs et faire une guitare acoustique derrière lui anonymement quoi. Enfin, c'est pas resté anonyme longtemps, mais bon. Et moi, il savait que j'étais un de ceux qui composait le plus de chansons dans le groupe, et il a commencé à me proposer comme des artistes connus, très connus même, lui demander de faire ou de refaire des albums, à nous présenter. C'était une nouvelle équipe, donc dont moi avec. Le premier, ça a été Florent Pagny, avec qui je travaillais pendant 6 ans et qu'on a ressorti du trou où c'était enterré. Voilà. Au moment où vous décidez de mettre le groupe en stand-by, pause et arrêt, si j'ose dire, il se passe quoi quand vous rencontrez Goldman? Qu'est-ce qui se passe de l'intérieur? Déjà, rencontrer Goldman, déjà à l'époque, c'était quelque chose. Oui, parce que on le croise un jour sur, je crois que c'est un aéroport ou une gare, il nous dit j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous rappelle, et en fait bon, on s'est dit on sait pas, mais il nous a effectivement rappelé, il nous a fait faire un spécial, je me rappelle, sur RTL à l'époque avec lui, et après il nous a plus jamais lâché, et en fait à la fin du groupe, bon, donc comme je te disais, il a su utiliser les qualités de chacun et surtout les qualités collectives qu'on avait, parce que c'est vrai qu'on avait séparé le groupe, on avait arrêté le groupe, mais pour travailler ensemble, on était redoutables, quoi. On était vraiment complémentaires chacun. Eric, Gildas et moi, on amenait vraiment quelque chose de différent et qui faisait un bloc, et avec Jean-Jacques qui chapeaute l'affaire, c'est sûr que là c'est imparable, quoi. Voilà. Et c'est ça qui s'est passé, ça a été vraiment productif, quoi. Une alchimie finalement. Voilà, ouais, une vraie alchimie entre des gens qui se ressemblent, mais qui ont aussi de belles différences et qui sont complémentaires surtout. Donc sur un projet, les artistes nous voyaient arriver, c'était que du bonus pour eux, parce qu'en plus moi, dans la foulée, en général, enfin quelquefois ils m'ont demandé de monter la scène, donc je leur faisais des groupes derrière avec des équipes de musiciens, et ça les relançait même sur scène, notamment Florent qui était, comme je te dis, il était au fond du trou, plus personne voulait travailler avec lui, il était mort, quoi. Et Jean-Jacques lui dit oui, mais je vais te présenter une équipe, on se présente, on commence à écrire des chansons pour un album, qui commence à le remettre sur scène. En même temps, il me dit j'aimerais bien refaire de la scène, et au début ça m'intéressait pas trop, mais après il me dit tu fais ton équipe, donc j'ai pris des musiciens avec qui j'ai du sud que je connaissais, parce que j'ai dit moi je connais les musiciens à Paris, je les connais pas. Il me dit ouais, je te laisse carte blanche, et donc j'ai fait carrément un groupe derrière. Il a boosté et relancé pendant. Il a le permis de remonter jusqu'à son sort Savoir Aimer, tous ces albums-là qui ont été. Voilà, on est parti de premier concert devant 50 personnes, et au bout de 6 ans, finir à Bercy plusieurs fois, quoi. Voilà. Et c'est énorme. Voilà. Donc et c'est pareil, c'est un travail d'équipe, amener les bonnes personnes et savoir canaliser l'énergie de chacun pour qu'ils se mettent au service en fait de l'artiste. Et l'artiste, pour lui, c'est que du bonus, parce que ils ont toujours besoin d'être rassurés et boostés, les artistes. Donc quand ils ont des équipes comme ça, comme un groupe derrière eux, ça les relance. Quand on se met à travailler pour quelqu'un comme Florent Pagny, qui est quand même un interprète extraordinaire, c'est le début d'une grande aventure. Comment vous vous rencontrez? Quelles sont ses attentes? Quels sont vos échanges? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, on se rencontre très particulier, évidemment par l'intermédiaire de Jean-Jacques. Quand on se rencontre, il est vraiment... il n'existe plus pratiquement dans le métier. Il avait sorti ses 2-3 premiers singles qu'il avait composés lui-même, qui s'appelait N'importe quoi, etc. Et après, il s'est mis tout le monde à dos en sortant Presque il roule, la chanson qui s'appelait Presque il roule, où il s'est mis tous les médias parce qu'il en avait marre qu'il soit traqué, parce qu'à l'époque, il avait sa relation avec Vanessa Paradis, etc. Donc du coup, non seulement ses disques ne se vendaient plus, les médias étaient contre lui, et il avait ses premiers problèmes fiscaux. Donc il était dans le trou, plus personne ne voulait. Il n'y avait que Gérard Louvain, avec sa société de prod Glem, qui le soutenait, qui était son producteur, qui l'aidait, et Jean-Jacques qui lui répond présent quand il a demandé les titres, alors que tous les autres, c'est ses amis, évidemment, dans ces périodes-là, on a beaucoup moins d'amis, et lui disait... le répondait même pas. Jean-Jacques a répondu et donc a permis de faire cette équipe-là. Et donc on a commencé par écrire des chansons ensemble, et ça a super bien collé parce que c'est quelqu'un de normal, quoi, d'entier. Sa vie a changé vraiment à ce moment-là, parce que nouvelle équipe,
Jean-Jacques derrière qui quand même lui donne des grands conseils. Une nouvelle équipe pour la musique, rencontre avec sa femme qui est toujours sa femme, Azucena, qui a changé sa vie, qui lui a permis aussi de partir de Paris. Parce que Paris pour lui, petit provincial, il a mis le doigt dans le pot de miel à un moment donné, et puis voilà, c'est dangereux quoi si on gère pas. Et elle a dit bon, il y a d'autres choses à voir hein, dans le monde et dans la vie, et donc elle lui a montré son pays, et puis il est parti sur une autre vie quoi, vraiment. Et ça a été vraiment une période décisive pour lui, parce que je pense qu'autrement sa carrière était terminée. Et j'imagine qu'on aurait perdu une très belle voix, un très bel interprète, parce que surtout un vrai artiste authentique, une vraie personne. Une vraie personne, voilà, qui est assez rare, avec ses qualités et ses défauts, mais en tout cas il est cash quoi, il est normal. Alors je vais faire une remarque pour nos auditeurs. Depuis que j'ai commencé les interviews, je découvre des vraies personnes. Et je pense que l'équipe que vous avez montée avec Gilda Sarzel, Jean-Jacques Goldman, Eric Bernzi, outre l'aspect professionnel qui est très productif, il y a aussi l'aventure humaine avec chaque interprète que vous croisez et pour qui vous créez. Il y a une vraie famille derrière. Comment ça se passe à l'intérieur? Il y a quelque chose d'assez... Votre aventure est passionnante de l'intérieur, quand on vous regarde. Elle est passionnante et je trouve, enfin je pense qu'elle est assez rare. J'ai pas rencontré très souvent des équipes comme ça. On s'est connus au lycée quoi, enfin d'enfance, et puis Jean-Jacques s'est intégré là-dedans parce qu'en fait Jean-Jacques a toujours été un homme de groupe, mais c'est paradoxal chez lui. Bon, il a commencé dans un groupe et après sa carrière solo, alors qu'il s'était plutôt destiné à écrire des chansons pour les autres, il s'est retrouvé sur le devant de la scène. Ça a été une explosion nucléaire énorme, presque dépassé par l'ampleur du truc, mais il a toujours eu besoin de s'entourer. Même quand il faisait la scène, quand on le voyait sur scène, c'était un groupe autour de lui. Toujours les mêmes musiciens, Michael Jones, Carol Fredericks à l'époque, etc. Après ce groupe avec Michael. Donc c'est un homme de groupe aussi. Et donc quand il se retrouvait au milieu de nous, on est à peu près la même génération, quelques années près, quoi, on va dire. Et je crois que ça lui a fait du bien lui aussi, avec des mêmes influences musicales aussi, il a une même manière de voir le métier. En fait, c'est lui qui m'a dit. Moi, un jour, je lui ai dit, c'est la première personne vraiment importante que j'ai rencontrée dans ce métier. Et je lui ai dit, je te dis merci. Et à la fois, je te dis un truc, c'est que j'ai cru que, comme je t'ai connu en premier, que tout le métier était comme ça. Et après, je me suis aperçu que c'était pas vraiment le cas et que c'est une personne unique. J'ai jamais rencontré quelqu'un de comme ça. Donc, sans se connaître, on se ressemblait. Et quand il se retrouvait là-dedans, il était à l'aise et super bien et tout. Voilà. Et il n'a pas un ego à se mettre en avant. En plus, même on le connaît bien pour ça, à tous les niveaux quoi. Qui travaille pour quelqu'un d'inconnu ou pour Céline Dion, c'est pareil quoi. Voilà, donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc ça a collé. C'est une aventure extraordinaire. Et ça a fait une énergie, du coup ça a créé vraiment une énergie incroyable au service des artistes quoi. Voilà. Et quand vous enchaînez à ce moment-là de vos vies, de cette famille finalement musicale, qui compose, comment vous répartissez les rôles des uns et des autres, pour qu'il y ait cette alchimie? Ça se fait évidemment naturellement parce qu'on sent à tes propos toute l'osmose que vous avez en vous, tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous composez? C'est naturel. La chance c'est que c'est naturel déjà en grande partie, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y en a pas un qui va amener un truc complètement barré qui n'a aucun rapport avec ce qu'on aime, etc. On sait qu'on est dans le même univers, mais chacun a une touche supplémentaire personnelle. Donc en fait on travaillait sur les projets des autres comme on travaillait à l'époque du groupe de Canada, c'est-à-dire que on était 3 compositeurs, chacun composait, parce que moi j'ai jamais pu composer en commun, c'est-à-dire partir de rien, me mettre devant un mec ou quelqu'un et dire allez, on démarre, allons-y. Non. Et moi il y a la solitude de la création au départ sur un instrument et une feuille, et il faut que le point de départ ce soit moi tout seul, que ça vienne de l'intérieur de mes choses les plus profondes, intérieures que j'ai, donc je peux pas partager ça au départ. Par contre, très vite, il y a un partage pour amener la création vers quelque chose. C'est comme ça qu'on travaillait. Chacun amenait son travail personnel et puis on faisait un travail commun pour faire sonner ça pour une artiste ou pour le même. Voilà. Et voilà, des discussions, des choix, etc. Mais voilà, jamais de hors sujet vraiment. Après, il y a des chansons qui sont moins bien que d'autres, mais jamais de hors sujet parce qu'on partait on savait vers où on voulait aller, chacun naturellement.
n'y a pas à se convaincre, quoi. C'est ça déjà. Avec cette équipe, petite anecdote quand même, vous avez fait un paquet de succès. Oui. Quand on regarde vos biographies respectives, j'ai fouillé un petit peu, il y a des connus, des moins connus, d'autres gens qui sont restés dans le métier, d'autres qui sont partis dans le cinéma, mais rien que pour citer, il y a eu Céline Dion, Florent Pagny, Patrick Fiori, Yannick Noah. Tu as reçu en 2002 les Victoires de la musique pour la chanson Sous le vent, 2002 le prix Vincent Scotto, SACEM pour Je n'attendais que vous, 2013 prix de l'UNAC pour Parler à mon père. Tu as été primé. Quels ont été les autres prix qu'on t'a décernés, parce que j'imagine que cette liste n'est pas exhaustive. Ouais, ceux-là, c'est les plus importants. Après, voilà. Qui sont plus intimes, qui sont aussi importantes, mais c'est vrai que celle-là, c'est... Bon, Sous le vent, tu cites Sous le vent évidemment parce que ça a été vraiment moi dans ma vie d'auteur-compositeur, ça a tout changé parce que avant Sous le vent on travaillait, je participais à des albums, même de gros albums, mais mes titres étaient dans des albums, voilà, que ce soit avec Florent, il y a eu l'album Savoir aimer avec des tubes énormes, avec Obispo et Goldman dans les albums, on a du mal quand même on participe, mais bon, on n'est pas en première ligne. À partir de Sous le vent, ça a inversé les choses, c'est-à-dire que les gens m'ont connu vraiment en tant qu'auteur-compositeur pour une chanson voilà, qui est rentrée vraiment dans le répertoire français, qui reste encore maintenant un des duos préférés des Français. Voilà, donc elle est reprise dans des films. Jusqu'à l'année dernière, je ne sais pas si tu as vu ce film, Les crevettes pailletées. Oui. Voilà. Je l'ai vu. Qui chante, etc. Le truc. Bon voilà, on a des donc cette chanson a changé. Après, les gens me demandaient des chansons à Jacques Vinet-Russo, pas à l'équipe de Goldman. Autour de Jean-Jacques Goldman et etc. Voilà, mais bon, je dois tout à cette période-là. Mais c'est vrai que Sous le vent a été vraiment personnellement le déclencheur. Comment s'est fait la rencontre avec Sardou? C'est quand même un monument de la chanson. On voit arriver ce monument, il a besoin d'un album, il a besoin d'une équipe, il a besoin d'être assuré. Et là, évidemment, il faut tout le savoir-faire et le tact pour amener ce monstre sacré de la musique. C'est un monstre sacré, c'est un monument. Comment ça se passe? Déjà, on prend une belle claque émotionnelle. Déjà, c'est un monument, et puis c'est un monument qui déplace avec lui tellement d'histoires vraies ou fausses, etc. Enfin, voilà, c'est un mythe, quoi. Voilà, voilà. On vous dit tout. On vous dit, même si j'ai travaillé avec beaucoup de gens, quand vous arrivez, comment tu vas travailler avec Sardou? Bon courage. Parce que le mec a du caractère. Mais moi, j'aime les gens qui ont du caractère. Donc, alors après, ça passe ou ça casse. Mais se trouve qu'on s'est retrouvé sur beaucoup de choses, notamment nos racines, et puis aussi une manière aussi de voir les choses qui a collé. Et en fait, on a fait 15 ans ensemble. On s'est rendu compte au bout d'un moment que ça faisait 15 ans qu'on travaillait ensemble. C'est extraordinaire. Donc voilà. Alors que je n'étais pas parti pour ça. Et à l'origine, il y a encore un Goldman. Mais c'est pas Jean-Jacques, c'est Robert Goldman. Avec son nom aussi Kapler, qui a écrit beaucoup de chansons très connues, Aller plus haut pour Tina Arena, enfin beaucoup de choses, beaucoup de chansons, Simon Papatara pour Yannick, enfin il faisait partie de l'équipe, un peu dans l'ombre de Jean-Jacques, mais toujours derrière, c'est son producteur de scène, c'est un mec, c'est mon ami, c'est un mec extraordinaire, Robert. Et un jour il nous dit à l'équipe, à Gilles, Eric, j'ai envie de produire quelqu'un que tout le monde aime, mais pas encore en tant que chanteur. Et c'est Yannick Noah. Bon, il adore la musique, il avait déjà fait Saga Africa, qui avait été énorme, mais bon, c'était le fun. Mais par contre, il avait son groupe, il faisait de la scène, il faisait des trucs, et voilà, il s'éclatait, même quand il joue au tennis encore. Et là, il arrête, évidemment, le tennis, c'est fini. Et est-ce que ça vous brancherait? Et on réfléchit. Et donc, on se dit, de toute façon, le mec, il mérite tellement, vous le rencontrez une fois, vous avez compris pourquoi vous avez envie de travailler avec, quoi. Et de Yannick Noah, pardon, excuse-moi, j'ai sauté de Yannick Noah à Sardou. Mais c'est tout aussi intéressant. C'est la même période, donc c'est vrai, on pourra y revenir. Ouais. Donc je reviens à Sardou, il nous dit, c'est pareil, c'est Robert, donc qui dit Sardou est à une période de sa vie où changement de contrat, fin d'une période, négociation de maison du disque. En fait, Sardou était à une période où il se disait, est-ce que je continue à chanter mes anciennes chansons tranquillement en allant faire l'Olympia comme font d'autres et d'autres salles comme ça, et puis plus faire d'albums forcément d'inédits, etc. Et je me repose un peu sur mes lauriers, voilà.
ou est-ce que je repars sur autre chose? Et là, on arrive avec une équipe un peu pareille, quoi. Et on se présente, on commence et ça colle super bien. Et on fait un album, et l'album a un succès monumental. Et après, évidemment, la tournée, et c'est parti. Et c'est parti de là. C'est encore un truc d'équipe, parce que, il est inutile de te dire que Sardou a tout vu dans sa carrière, tous les musiciens, tout ce qui peut arriver, il a vu. C'est comme disait Johnny, d'ailleurs, voilà, ou Jean-Jacques pour Johnny, il faut leur donner l'envie d'avoir envie encore. Voilà. Et en fait, on lui a redonné l'envie, quoi. Et il est reparti pour un bonus de 15 ans. Quel est le nom de cet album, justement? Du plaisir. Du plaisir, voilà. Ouais. Ça, c'était important de le dire. Ça s'appelle Du plaisir, c'est pas pour rien, et ça a eu un succès énorme, et ça... une nouvelle partie de sa carrière, voilà, la dernière partie de sa carrière, on va dire, de chanteur qui a commencé là et qui a duré 15 ans. Il a eu 15 ans de bonus au top, parce que toutes les tournées étaient extraordinaires. Donc, et puis toujours des spectacles de qualité, il faut le dire. Et parallèlement de cet album, il m'a demandé pareil de le suivre sur scène, de lui monter des spectacles. Je ne l'ai pas fait très souvent pour les gens avec qui je travaillais. Je l'ai fait pour Florent. Je l'ai fait pour Fiori, Tina Arena sur 2 concerts, mais très précis, événementiels, et à long terme, et puis Sardou, et c'est toujours avec la même équipe de musiciens derrière moi. D'accord. Depuis 30 ans. C'est ça qui est... C'est extraordinaire. Voilà, oui. Et donc, pareil, je lui fais un groupe derrière qui va le booster, quoi, en gros. D'accord. Et Sardou, il faut le bouger, quoi, et il y va, et une fois qu'il était motivé, alors là, plus personne ne l'arrête. Ah, c'est une machine, hein, c'est une machine de guerre, hein, vraiment. Voilà. Et l'aventure avec Yannick Noah, du coup, voilà, vu que c'était la même période. Voilà, c'est ça en plus, parce que c'est deux personnalités qui d'apparence tellement différentes. On se dit comment il peut travailler avec les deux, on m'a souvent posé la question. Mais en fait, moi, les gens m'accrochent ou ne m'accrochent pas, j'ai pas d'a priori, quoi. Effectivement, je m'attendais moins à m'accrocher à Sardou d'une manière théorique qu'à Yannick, parce que Yannick, il est tellement cool. Yannick, c'est Bouddha, quoi. Je veux dire, on peut pas aimer Yannick quand il est... Voilà, il te parle, tu l'écoutes, il est zen, voilà, Mais je savais pas que c'était une bombe de scène et un artiste jusqu'au bout des doigts, quoi. Oui. Donc, alors on réfléchit sur son univers, qu'est-ce qu'il aime, les reggae, tous des trucs africains, et on se dit, il faut faire cette rencontre entre la chanson française et ses racines, et puis ses goûts, etc. On va essayer, et voilà. Et moi, j'amène la première chanson qui déclenche avec celle de Robert, Simon Papatara, qui parlait de son grand-père, Les Lyonnes. Et là, ouvre une couleur de musique un petit peu qu'on va utiliser sur 4-5 albums. Et en fait, Yannick, dans les années 2000, moi je pense que, à vérifier au niveau comptable, purement comptable, mais ça doit être un des artistes qui est arrivé début des années 2000, qui a le plus vendu d'albums régulièrement, c'est-à-dire les 5 albums qu'on a fait, malgré la crise du disque, n'ont jamais été à moins d'1 million d'albums, quoi, et des tournées monumentales qu'à finir au Stade de France. Donc ça, c'est pareil, c'est une aventure extraordinaire, quoi, et énorme. Et puis le mec est vraiment... Voilà, et j'ai encore retravaillé avec lui sur son dernier, il fait une chanson, un peu un genre de bilan, ça s'appelle Le Chemin, où ça parle de l'amitié et puis de la vie qui passe. C'est fou parce que j'ai l'impression que vous écrivez, toi et tes collaborateurs et amis, finalement à la fois vos vies, votre fraternité entre vous, en même temps vous adaptez votre plume et ce que vous vivez dans cet esprit de groupe à vos chansons et à leurs chansons, et ils les interprètent. Il y a une notion de transmission de cette fratrie, de ce sentiment fraternel entre vous. C'est juste énorme comme énergie. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis moi personnellement, même quand je travaille tout seul pour un artiste ou une artiste pour une chanson, j'ai toujours dit qu'en fait je fais pas des costumes, j'ai un univers. J'ai eu la chance qu'après les gens qui m'appelaient pour parler connaissaient cet univers-là, mais j'ai toujours dit qu'un artiste même très connu, on se retrouvait à mi-chemin entre son univers et le mien. Et comme moi, quand je fais des démos pour les présenter, je les fais comme si j'allais les chanter à Bercy le lendemain. Je pousse tout à fond pour voir un peu jusqu'où va la chanson, dans le sens où moi déjà je peux la porter, parce que si je suis pas convaincu moi-même, je pourrais pas convaincre quelqu'un comme Céline Dion ou Johnny Hallyday, quoi. Donc voilà, et donc je pousse le truc à fond, et j'ai la chance d'avoir toujours chanté, de chanter le truc et qui intéresse les gens à qui je le propose. Donc Céline m'a toujours dit, moi j'écoute vachement comment tu poses ta voix sur les démos. Même René à l'époque, mon ami René Angélil, il disait que quand j'ai envoyé une chanson, elle était dans la maison, dans la voiture, dans un truc en train de... Et il y a même, moi je l'entends dans certaines chansons où on m'a dit qu'elle avait
peu l'accent marseillais, donc voilà. Ça, c'est fort. Donc voilà, c'est un mi-chemin. Je pense que moi je pourrais pas dire voilà, j'écris vraiment. Alors ce mec qui fait ça, voilà, allez, je vais aller complètement. Les quelques fois où disons que on m'a proposé de faire un truc comme ça n'a pas fonctionné. Bien sûr, je comprends. Et quand arrive la chanson de Marseille, j'ai l'impression que cette chanson était un peu personnelle. Patrick Fiori, je crois, est de Marseille, si ma mémoire est bonne. Tu es de Marseille, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de vos racines finalement. Oui, alors c'est particulier ça, parce que c'est une chanson que j'avais écrite évidemment depuis pour moi, c'est ma chanson la plus personnelle. Je ne la proposais pas à des chanteurs, parce que je me dis c'est ma vie, je vais dire qui peut. Et quand je croise Patrick et qui me demande de collaborer, de travailler avec lui, d'ailleurs ça c'est marrant parce que je le croise, on se connaissait, mais je le croise dans les couloirs de chez Sony. Je m'en rappelle. Il me dit, c'est là pourquoi? J'ai dit, j'ai rendez-vous parce que je dois monter 2 spectacles pour Tina Arena assez vite. Il me dit, mais c'est pas la semaine prochaine. C'était l'Olympia et puis le Casino de Paris. Il fallait le monter ça en 1 semaine et 10 jours. Et il dit, ah bon? Tu as accepté? Je dis, bien sûr, moi j'ai mon équipe, ça va y aller, quoi. Et il est venu au spectacle. Il a vu le résultat, après il a voulu la même équipe et je travaillais avec moi. Donc du coup, c'est parti de ça. On commence à faire l'album. Je lui fais une première chanson qui prend et qui s'appelle Mon Pays, que j'ai une chanson, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et un jour au studio, j'avais ma guitare, j'étais dans un coin et puis je chante Marseille. Il passe à côté, l'air de rien. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, ça c'est une chanson à moi, ça parle de moi. Vas-y, chante. Et il voit que j'en dis pas plus, donc et il continue. Le lendemain, il me dit, c'est comme là alors, parce que c'est ça alors. Et je dis toujours rien. Et donc le temps passe, on avance dans l'album. Et après je réfléchis, je dis, à quoi ça sert? T'avais pas d'album personnel en vue, etc. Une chanson, c'est fait pour vivre. Et puis être partagé par le plus grand nombre. Moi, il y a que comme ça que ça m'intéresse. Autrement, si c'est pour la chanter dans ma chambre tout seul, voilà. Et je me dis, par rapport à son parcours, c'est comme mon petit frère, il est plus jeune que moi, mais lui c'est arménien et marseillais, moi c'est pied noir et marseillais, grandir à Marseille, etc. Voilà. S'il y en a un qui se peut être intéressant, c'est pour lui. Je vais pour lui proposer de la faire, et lui en même temps il me dit, écoute, je sens que tu as du mal à te séparer de cette chanson, est-ce que ça te dirait qu'on la chante ensemble? Et donc du coup on l'a fait en duo, et c'est sorti mon premier single de son album, alors que plein de chanteurs connus voulaient chanter avec lui. Il aurait pu demander à n'importe qui de faire un duo. Il demande à un mec qui est connu un peu en tant qu'auteur-compositeur, mais pas en tant que chanteur. Il prend ce risque-là et on le fait, et voilà. Et du coup, on s'est retrouvés. Et après, pareil, équipe de scène, et puis tournée, etc. Voilà. Alors, on va nommer aussi des femmes pour qui tu as... on a parlé beaucoup des hommes. Oui. On va parler des femmes. Il y a eu Tina Arena, il y a eu Angelique Kidjo, qui est une grande dame. Ces 2 femmes, comment tu les as rencontrées, ces 2 grandes artistes? Alors, il y a une personne qui a été très importante pour moi dans le métier, elle était à l'époque directrice du label Columbia, une personne qui s'appelle Valérie Michelin. Je dis souvent que ma vie artistique, sans Goldman et Valérie, qui est beaucoup moins connue du grand public évidemment, n'aurait pas été pareil. C'est cette personne-là, parce qu'à l'époque où elle était directrice de Columbia, j'avais pas encore sorti grand-chose. J'avais collaboré justement avec Jean-Jacques à des albums, tout ça. Elle entendait un petit peu, elle connaissait Jean-Jacques puisque c'est elle qui gérait sa carrière. Et Jean-Jacques sûrement lui avait dit tu devrais le rencontrer. Et on se rencontre, ça amoureux, et juste pour se connaître. Et elle me dit, écoutez, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais j'aimerais bien, parce que j'aime bien votre écriture, j'aimerais bien collaborer. Si quand vous avez des chansons, pensez à moi et tout ça. Et ce jour-là, ça a créé des liens, on va dire. J'avais dans mon sac la démo de Sous le vent. Et je dis, c'est un truc que je viens de finir, que je viens de faire. Et elle écoute et dit, oh là là, je ne sais pas pour qui encore, mais je sais que j'en ferai quelque chose. Et alors j'ai dit, regardez-la, et puis on en reparle. Le soir même ou le lendemain, René Angélil l'appelle en lui disant, Céline fait une pause, on va produire, tu sais, le mec qui chantait dans Notre-Dame. Garou. Et on a besoin de chansons, on voit tout ça. Ah là, je t'envoie un truc, tac, on va voir, réponse, ah oui, on prend, il faut qu'il en fasse d'autres, etc. Entre-temps, Céline qui avait dit, je chante plus, je fais plus de duo, elle a chanté toute la journée chez elle, et René, à un moment, il dit, mais alors pourquoi tu la chantes pas en duo? Et après, du coup, on a fait le duo. Donc, cette personne
a été très importante pour moi. Et elle avait dans ses artistes, Tina Arena, c'est elle qui m'a connecté avec pour travailler avec. Alors, dans le premier temps, c'était pour monter deux spectacles. Et après, j'ai écrit des chansons avec elle. Et Robert Goldman aussi, qui a fait Aller plus haut, etc. Et Angélique Kidjo, alors c'est pareil parce que dans le label de Columbia, il y avait un label qui s'appelait Saint-Georges. C'est là où il y avait Noah aussi, on a mis Noah, qui était dans les music world, ethniques, etc. Et Angélique Kidjo, évidemment, voilà. Et un jour, j'ai écrit une chanson qu'il lui fait, qui a été prise dans un film, d'ailleurs, malheureusement. Comment il s'appelait, ce réalisateur qui avait fait Le Silence des agneaux, là. Mais c'est son film d'après qui a beaucoup moins marché, mais il y avait une scène où on nous a pris cette chanson-là. Et Angélique, je l'ai rencontrée, c'est pareil, c'est une personne extraordinaire, quoi. Voilà, mais donc c'est toujours par le biais de Valérie Michelin. Donc, pareil, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Julie Zenati, Angoun. Angoun, je l'ai rencontré tout seul. Mais pas mal d'artistes de chez Columbia. Parce que... De mémoire, Eric Benzi a écrit le célèbre Neige au Sahara. Oui. Voilà. Ça, c'est dans le premier album d'Angoun. Angoun est arrivée en France. Elle avait fait un petit passage par Londres et elle était avec son mari producteur à l'époque. Et ils arrivent à Paris. Et la première où elle envoie des maquettes, c'est à la production de Florent Pagny. Florent, ou son manager, m'appelle en disant on a reçu un truc, bon, je comprends pas, mais ça a l'air intéressant. Et je vois cette vidéo, je vais le voir, je vois la vidéo, elle chante en Indonésie à 14 ans. Devant un stade entier parce qu'elle chantait pour les enfants, c'était déjà une star là-bas. Et j'ai dit il faut que je la rencontre. Et ça m'a charmé. Et j'ai dit à Eric Bendy, j'ai dit écoute, on voulait faire un projet d'un mélange entre la chanson pareille, ce que j'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie, entre la chanson française et les racines de la personne. Et elle, son charme asiatique, indonésien, etc., cette élégance, etc. Voilà, et on a fait ce premier album, ça a été... on n'a jamais signé une artiste aussi vite dans un label. Le mec, il voulait pas que ça sorte du truc. Ça a été numéro 1 des projets mondiaux, même aux États-Unis, avec La Neige au Sahara et ce premier album. Et ça, c'est une belle artiste aussi. Il ne fait que le premier album. Eric a fait un deuxième et après, ça s'est arrêté. C'était quand même de très très belles collaborations. Et ensuite vient la grande des grandes, Céline Dion. La rencontre avec Madame Céline, qui est une femme extraordinaire. Et j'ai acheté plein d'albums, je vais pas te mentir. J'ai plein. D'ailleurs, dans tous les artistes que tu as cités, j'ai au moins 1 ou 2 albums. Entre nous soit dit, c'est te dire à quel point tes musiques rentrent chez les gens. Ça, c'est une réalité. Et comment ça se fait? Il y a Sous le vent, et comment tu rencontres Céline? D'abord avec Sous le vent ou avant? En fait, la première fois, je la croise, mais de loin, mais j'ai même pas osé lui parler, c'est parce que Jean-Jacques qui a enregistré le 2e album avec elle, là, il y avait Eric qui réalisait, Eric Benzi, etc. Donc il m'a passé au studio, tu vas voir, elle était pas encore là, ils me font écouter la chanson qui s'appelle Vol, qui est une chanson extraordinaire. Et là, Jean-Jacques me dit, bah là, j'espère qu'un jour tu auras la chance de travailler avec elle, etc. J'ai dit, ça c'est sûr, que ça serait une chance. Et elle arrive, on se croise comme ça, mais bon. Et après, il y a l'histoire de Sous le vent. Donc Sous le vent, en fait, comme c'était pas prévu, moi j'avais dans la tête de le faire en duo, mais bon, au départ c'était parti pour que ça soit chanson solo de Garou. Et donc Céline décide de le faire en duo, et ça, ils enregistrent à Los Angeles. Et je suis même pas allé à l'enregistrement, c'était très compliqué à l'époque. Donc elle a posé la voix, ils ont fait la version duo, et je me rappelle quand j'ai reçu chez moi la version définitive avec la voix de Céline, et tu peux dire que quand j'ai mis le CD, ça fait une drôle d'impression. Et évidemment, quand on écoutait ça, on se disait bon, ça risque de faire son petit chemin. Donc ça a été le premier truc. Et je l'ai vraiment rencontrée physiquement quand elle est venue chanter une fois à Bercy. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo sur ma page avec Garou, parce que Garou a eu un succès tellement énorme avec son premier album seul qu'il a fait tout de suite Bercy avec un album. Au point qu'il n'avait pas assez de chansons originales, il était obligé de faire énormément de reprises sur scène pour avoir un répertoire complet. Hein. On composait derrière pour pouvoir lui donner un peu de la matière pour pouvoir faire ses concerts, parce qu'il fallait qu'il mette pratiquement la moitié de reprises par rapport à... Parce que ça allait tellement vite qu'il a été obligé de faire Bercy. Et elle est venue chanter avec lui, c'est là que je l'ai rencontrée. Et ensuite, dès qu'elle a fait l'album suivant, ça a commencé par non, il y a eu Une fille et 4 types, voilà, qui est arrivée, où Jean-Jacques nous a
ça reconnecté et on a fait cet album extraordinaire qui reste un des meilleurs souvenirs de ma vie. Donc il y a eu Sous le vent d'abord et ensuite l'album Éducatif. Et après ça s'est enchaîné. Et cet album, j'imagine que ça a été un choc parce qu'il y a une telle ambiance et même la promo, moi j'ai regardé beaucoup de choses, ça a été passionnant même pour nous. Là c'est symboliquement, bon, pour moi c'est l'album artistiquement qui représente le plus ma vie quoi, parce qu'il y a mes deux potes avec moi du lycée, Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. On arrive, je me rappelle toujours parce que je les ai rejoints là-bas, ils étaient partis un peu avant pour commencer à enregistrer, moi j'étais en tournée, je crois que j'étais avec Florent Pagny, donc je les rejoins à Las Vegas pour la première fois, après on y est allé 3-4 fois, et ce jour-là on devait enregistrer la voix de Tout l'or des hommes, donc le premier single, et le clip dans le désert et tout ça. Et là, voilà, c'est l'histoire de l'album, c'est-à-dire c'est vraiment un petit groupe de copains qui se retrouvent. Et voilà, une chanteuse devant, à part que c'est une chanteuse, la star numéro 1 mondial pratiquement, Goldman derrière, et nous à côté. Et je me rappelle, j'arrive et j'avais le décalage horaire. Je vais au studio, on travaille un peu, après je vais me coucher, je dis bon, on se voit demain, je serai plus frais. Je me réveille avec le décalage à 6h du matin. René, quand il recevait pas n'importe où, parce que moi quand je suis rentré, tout était fermé dans l'hôtel, j'ai même pas vu où il nous avait mis. J'ai jeté mon sac et j'ai dormi. À 6h du matin, je me réveille, j'ouvre les stores et là, la vue sur Las Vegas, le désert. Et là, je me dis, la chance, je mesure le bonheur que j'ai de travailler avec la plus grande artiste francophone, le plus grand artiste, le plus grand chanteur et artiste, et même humainement francophone que je connaisse, et même international, et mes deux potes d'enfance sur une chanson à moi, et faire le clip à Las Vegas, aux États-Unis, avec le rêve américain, enfin tout l'imaginaire qu'on connaît. Et je me dis, bon là, voilà, on peut difficilement, franchement, ce jour-là, je dis, bon, ça va, le chemin, il a été super sympa pour arriver là, quoi. Voilà. Et ça a été, en fait, le vrai démarrage de ma collaboration avec Céline Dion. Et humainement, comment ça s'emboîte? Ça a l'air facile quand on t'écoute. C'est facile. C'est extraordinaire. Céline Dion et Goldman, c'est pareil à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que quand c'est facile avec des gens qui sont à un niveau, non, et des fois c'est plus compliqué d'ailleurs parce que certaines personnes ont besoin de se prouver des choses et donc du coup mettre une mauvaise ambiance, tandis que des gens qui n'ont plus rien à prouver à personne, on l'a fait. Cet album-là, inutile de vous dire que Céline, elle l'a fait vraiment pour le plaisir et de retrouver Jean-Jacques et de retrouver une équipe et pas pour des raisons financières. Jean-Jacques Goldman non plus, bon nous un peu plus peut-être, mais c'est tellement facile, ils vous mettent, et René, j'en parlerai jamais assez de René Angélil qui était un mec extraordinaire de gentillesse, d'humilité, en étant un des plus grands businessmen que le show business est connu, mais d'une humanité extraordinaire et hors caméra, c'est-à-dire que le mec qui te dit bonjour à un technicien qui vient brancher un câble, elle aussi c'est pareil, hein, c'est la seule artiste que j'ai vu faire ça de ce niveau-là, et donc tout est tellement facile et vous oubliez que vous êtes au niveau max de la chanson et de la production, qu'il y a des milliards derrière qui se jouent de production, des budgets. Vous oubliez ça, vous êtes juste entre des gens humains avec qui c'est très facile de travailler, en train de faire votre passion. Voilà. Et voilà, c'est extraordinaire de faire ça, quoi. On se retrouve aussi, on était avec des copains d'enfance, pareil, mais à part que c'est des deux plus grosses stars de la chanson francophone, quoi. Mais ils vous le montrent pas jamais, pas une seconde, quoi. C'est juste des potes. Et quand vous voyez le clip de Tout l'or des hommes, on délire. Alors il y a des rushs qui n'ont jamais été montrés où on était vraiment des gamins dans la chambre d'hôtel quand on est dans le motel là, et qu'on fait les fous. Mais ça a été le réalisateur a pris que quelques secondes sur le truc. On est parti vraiment. Et elle c'était la menace d'ailleurs. Hein, c'était elle qui était le plus. Ah oui. Non, ça a été vraiment des vacances pour elle. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on a parlé à un moment donné. C'était vraiment de faire une tournée, mais une petite tournée quand on a Céline Dion et Goldman, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc, parce que l'idéal, ça aurait été de faire une tournée vraiment des quelques points français, même symboliques. Mais là, il suffisait de la lancer une fois, et puis là, c'était. Et puis pour les plannings c'était assez compliqué. Bon, donc on n'a jamais fait de tournée avec. C'est dommage parce que notre membre, ça a été magnifique, quoi. Magnifique. C'est passionnant. Ouais. C'est vraiment. On a l'impression que tout est magique dès l'instant où tu touches un titre, où tu le donnes, ça se transforme en quelque chose
de grand et de magique finalement. Il y a une espèce de magie entre vous. Il y a eu des échecs aussi, hein, mais bon, ça. Ah, bon, j'en ai pas vu beaucoup. Parce que justement, sans des échecs, on n'en entend pas parler. Enfin, je pense que tes échecs, à mon avis, ne sont pas les mêmes que ceux des autres. À mon avis, c'est infime hein, par rapport au reste. Bah, disons que les réussites ont fait beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Oui, bah, quand on voit tous les artistes avec qui tu as collaboré, c'est la liste, elle est juste impressionnante avec des titres qu'on a tous connus, c'est ça qui est hallucinant. On voit les titres qui s'affichent. J'ai même vu que tu avais fait un titre avec Leila Dorian. Oui, bien sûr. Et j'ai le disque. J'ai adoré Leila. Ce titre, il a bercé nos oreilles. Ça a été vraiment passionnant. Je vais même te dire un truc, j'ai fait un truc avec un titre à Leila Dorian qui s'appelle Rien n'est vraiment fini, qui a été repris par Céline. Et dans l'album Une fille et 4 titres, voilà. Voilà, oui. C'est à l'origine, c'était avec elle. Et donc, je m'en souviens. Céline avait craqué sur la chanson, elle a dit bon, est-ce qu'on peut la faire? Et ben, voilà. Oui, j'avais oublié ce titre-là. Ensuite, quand as-tu le temps d'écrire des chansons pour toi? Parce que finalement, tu écris beaucoup pour les autres et tu as peut-être eu envie de chanter, tu as chanté avec les autres. Je t'ai vu aussi dans des émissions sur scène, mais toi, et toi dans tout ça, à quel moment tu y arrives? Moi, j'ai toujours chanté. Ma passion première, c'est l'écriture, ça c'est sûr. Voilà, me retrouver avec mon matériel, ma feuille de papier, etc. Ça, c'est le truc que j'aime particulièrement. Et j'aime chanter. Mais par contre, j'ai jamais eu le besoin viscéral d'être devant. Et pour être un chanteur solo, faut quand même avoir, voilà, ou alors qu'il y ait un concours de circonstances, monstrueux comme un Goldman. Encore une fois, lui, il avait pas prévu ça, il avait prévu d'écrire pour les autres. Et un jour, son producteur, il lui dit, ouais, attends, j'ai fait écouter ta démo pour l'autre, mais le mec, il m'a dit, c'est lui qu'on veut signer. Bon, moi, c'est pas arrivé. Non, mais on va dire qu'il y a eu une période à l'arrêt du groupe, le seul truc que je savais faire, c'est composer, écrire des chansons. Donc j'ai fait des démos et c'est moi qui les chante. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, enfin, il y avait une personne qui s'occupait un peu, qui a commencé à démarcher, il y avait quelques accroches, et en fait, j'ai eu le premier projet, je crois que c'est Florent, qui est arrivé à ce moment-là, et après ça s'est enchaîné, et à chaque fois, je remettais, et j'écrivais, et des chansons que j'écrivais pour moi, parfois aller pour d'autres, comme Marseille, comme d'autres, etc. Et je remettais, et puis je faisais des collaborations qui m'allaient très bien. Moi, je me retrouve chez un pote qui a un restaurant ou un piano-bar, prend une guitare, je chante avec. C'est pareil que si, franchement, je dis pas ça, hein, c'est pareil que si je chantais à Bercy, je l'ai fait aussi, donc c'est pas... J'ai jamais eu ce truc-là parce que pour moi je serais là à fond pour le faire. C'est pas un problème. Après il y a un truc de témoignage aussi qui fait que par exemple là récemment j'ai fait ma page, j'ai jamais été sur Facebook, etc. Et c'est vrai que tous les artistes pratiquement avec qui j'ai travaillé, même Céline et Jean-Jacques, alors depuis toujours, me disent laisse faire des trucs, tu chantes-les toi, propose-les, etc. Et maintenant avec ma page Facebook, de temps en temps je vais mettre un inédit et laisser comme ça des traces avec ma voix, etc. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. Me retrouver sur une scène avec des musiciens et chanter mes chansons, ça je peux le faire et je l'ai déjà fait et je le referai pour des associations, pour des concerts même un peu plus importants quand l'opportunité se présente. Mais ça n'a jamais été une recherche vitale pour moi de m'exprimer comme ça. Voilà, devant. Et c'est arrivé, ça t'arrivera, je suppose encore. Oui, c'est ça. Voilà. Je laisse c'est le hasard qui fait ce genre de choses et puis les circonstances. De jolis hasards, hein. De jolis hasards. Oui. Ouais, mais souvent, très joli, tu es gâté par la vie musicale. Ouais. Et ensuite, je crois comprendre que tu es aussi producteur. Oui, je coproduis, enfin je produis. Producteur dans le sens enregistrement, réalisation, etc. Et production aussi, que ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai, et c'est vrai que là, il y a quelques projets qui j'ai un peu plus de temps, donc si j'ai un coup de cœur, ça... As-tu envie de nous parler de ces fameux coups de cœur, de ces artistes que tu vas mettre en lumière finalement? Oui, bien sûr. Il y a notamment, là en ce moment, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me tient, enfin c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose d'assez différent et à la fois qui est une suite logique qui reste dans ma philosophie aussi, c'est-à-dire qu'une rencontre entre des univers qui peuvent paraître différents, mais je trouve on se rejoint à un moment donné. Et là, c'est une artiste qui s'appelle Julie Santa Maria, qui est cubaine, que j'ai rencontrée à Paris par un ami commun, qui faisait beaucoup de danse, qui chantait, mais bon, qui avait pas ça vraiment c'est une passion pour elle, mais elle se disait
disais bon, c'est pas pour moi, etc. Et on s'est croisés, j'ai fait un essai, et puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc moi, mon idée, c'était cette rencontre entre la chanson française, mon écriture, et puis les rythmes latino-cubains qui sont aimés en plus. C'est un peu la même démarche que j'ai vu avec Yannick. Hein. Lui, c'était dans le reggae, Afrique et chanson française. Angoun, c'était chanson française et le côté un peu asiatique et Indonésie. Et là, c'est avec la musique cubaine que j'adore, le peuple cubain que j'adore, parce que c'est un peuple hors du commun. Malgré toutes ces galères, c'est incroyable ce peuple. Et donc, et là, c'est en train de très très bien accrocher. Une première chanson qui est sortie qui s'appelle Cubana, qui parle de sa vie. Cubana, qui dit je suis 100% cubaine, mais c'est en français avec du cubain. On vient aussi de sortir un petit cover d'une chanson de Vianney parce que c'est dans l'air du temps, mais on l'a fait à notre chanson, à notre manière latino. Elle a tout de suite, j'ai trouvé des coproducteurs intéressés. Un producteur de scène qui est pas le moindre, c'est Voix Production, c'est-à-dire qui produisent les concerts de Chaka Ponk, Vianney et beaucoup de gens. Donc c'est une belle prod et on est en train de voir pour la faire évoluer, mais ça avance bien et c'est un beau projet plein de soleil, plein de bonne humeur, avec quelqu'un qui se prend pas la tête. Voilà, parce que moi c'est la condition sine qua non, si une chanteuse ou un chanteur est là pour me bouffer mon oxygène, je suis pas. Et j'annonce d'ailleurs que nous allons diffuser Cubana de Cholet Santa Maria bientôt sur Radio Plus. Voilà, c'est une exclusivité, je l'annonce à mon directeur. Comme ça, il sera très très content d'avoir cette exclusivité. Et as-tu encore des rêves pour ta carrière de compositeur, ton aventure humaine? Est-ce que vous allez vous retrouver avec la même équipe, Gilda Sarzel et Eric Benzi, peut-être Jean-Jacques Goldman? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore arriver? J'imagine que oui, parce que ça s'arrête pas comme ça. Honnêtement, je vais être honnête, je suis pas sûr, je sais pas. Parce qu'on est vraiment là chacun dans sa vie personnelle, un peu, c'est différent. Jean-Jacques a pris énormément de recul, donc il fait un petit projet, un truc de temps en temps, mais vraiment, là, par contre, ça n'empêche pas de rester en contact. Au contraire, on se donne des nouvelles assez régulièrement, on se voit, mais artistiquement, je le sens pas dans cette optique-là. Oui, et Eric et Gilles, c'est pareil. C'est pareil, on reste en contact, mais bon, a priori, c'est une histoire qui est plutôt finie qu'autre chose, quoi. Après, franchement, moi, l'avenir, il m'a surpris tellement de fois que jamais dire jamais, mais bon, là, le dernier projet qu'on a fait ensemble, c'était, je crois qu'un album de Yannick, et ça fait déjà pas mal de temps, donc bon, on sait jamais, hein, mais c'est pas dans l'idée, c'est pas dans l'immédiat. Mais il y a toujours la magie entre vous, ça ne s'arrête jamais. C'est sûr. Aimerais-tu faire des duos ou des featuring, et avec qui pour la suite? Imaginons, rêvons. Personnellement, moi, chanter avec quelqu'un. Voilà, oui. Ah oui, Céline Dion. Mais j'ai chanté avec elle. En plus. Et je peux te dire que. Bon. Mais moi, à chaque fois que j'ai chanté, c'était avec des gens de super chanteurs. Hein. Oui. Fiori, c'est une voix extraordinaire. Mais Céline. Garou, là aussi, beau cadeau de la vie. Quand tu penses que Garou, il aurait quand même réussi à me faire chanter le jour des victoires de la musique, où on a eu la victoire de la musique sous le vent, ouvrir l'émission. J'ai jamais retrouvé d'ailleurs, il faudra que je retrouve un jour la vidéo. Enfin, je sais pas, c'était en direct, hein. Tout le métier devant toi, parce que les victoires de la musique, le métier qui fait clap-clap, qui s'en fout les 3 quarts du temps tant que c'est pas un artiste qui produise ou qui s'occupe. Et évidemment, Céline Dion ne peut pas être là pour chanter. Garou, il me dit, j'ai pas envie, je voudrais pas chanter tout seul, c'est un duo. Et si tu l'as chanté avec moi, il me dit, tu me demandes juste de faire Céline Dion. Et on ouvre l'émission. Rucker et de la rue qui présente, je me rappelle toujours. Et là, je suis pas tracker, hein, mais quand même, quelques secondes avant, il y avait 4 marches à monter. C'est moi ce qui m'a rassuré, c'est que c'est lui qui faisait le premier couplet, donc ça va. J'ai eu le temps de me mettre dans le truc. Et il a quand même réussi à me faire chanter sous le vent devant tout le métier, devant, à l'époque, l'indice d'écoute de cette émission, c'était pas le même quand même. Hein, il y avait beaucoup de monde qui regardait. Et voilà. Alors, autrement, des featuring, c'est au coup de cœur. Franchement, dans les artistes récents, déjà quelques années, mais que je trouve qui m'a scotché par l'étendue de son talent, c'est Stromae, moi. Alors là, ce mec-là, voilà, moi j'adore. C'est un mec qui a l'urbain, qui a la poésie, qui a l'image, qui a le son, qui a tout, et qui a le recul sur son métier. Et ça, c'est très 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 rare, et qui a une intelligence aussi de gestion de trucs, voilà. Et puis bon, il y a dans les nouveautés, il y a des gens que j'aime bien aussi, des Slimane, des gens, bon,
qu'ils fassent attention. Le problème, c'est que quand on a un succès, du succès, qu'on a un truc qui cartonne, 1, 2, tout le monde vous demande des chansons, tout le monde vous demande. Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Et c'est pas toujours évident, mais il faut savoir le dire. C'est Jean-Jacques qui m'avait donné ce conseil parce que voilà, après Sous le vent, et puis j'ai eu des demandes de tout le monde, et il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, et c'est pas facile parce que les gens ne comprennent pas. Je les comprends d'ailleurs, mais et donc des fois je vois les artistes qui là on entend de tous les côtés chanter par tout le monde avec ils chantent dans toutes les conditions de faire. Je crois qu'une carrière c'est aussi une gestion, et que si on crée pas le besoin et l'absence, on lasse assez vite. C'est vrai. En plus avec les réseaux sociaux et de la musique partout, de tous les côtés, si on crée pas la magie de se dire. Et voilà, c'est pour ça que je cite Stromae qui lui, depuis son succès monumental, on ne sait pas s'il en fait encore de la musique, ou s'il est passé à autre chose, ou s'il écrit un bouquin, s'il fait de la peinture. Voilà, c'est un vrai artiste, et il n'a pas l'angoisse de se dire ce que les gens m'ont oublié, quoi. Voilà, et ça, c'est une grande intelligence. As-tu des projets de chansons dans d'autres langues que le français? Pour toi, pour d'autres artistes, des productions? Je pensais au départ à Chuli, j'imagine, oui. Santa Maria, mais il y en a peut-être d'autres dans d'autres langues. Ah, c'est sûr qu'elle, à un moment donné, on va faire l'album complètement en espagnol pour le marché international, ça c'est clair, et notamment Miami, etc. Donc on va s'occuper de ça, mais bon, là c'est une autre phase, parce que c'est vrai qu'à la limite, il y a tout pour le faire, donc autant en profiter, hein, on ne sait jamais. Hein. Non, autrement, des langues que je pratique vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a l'anglais un petit peu, et encore pour écrire, c'est compliqué quand même. Heureusement que j'ai mon ami Michael Jones qui m'a aidé de temps en temps. En gros, mettre une phrase ou deux, mais écrire un texte en entier dans une autre langue, c'est difficile pour moi quand même. Déjà, j'ai du mal pour le français, alors tu en même temps, avec des références comme Ferré, ça va, t'as pris de l'avance. C'est ça le problème, c'est que j'ai une référence qui a un qui niveau, est très très haut, hein. Ouais, on va pas lui, en une seule chanson, il a fait le répertoire des trois quarts des gens qui écrivent des chansons. C'est ça. Voilà. Là, on est vraiment dans un grand niveau. Ouais. Peut-on te suivre sur les réseaux sociaux, et lesquels, pour que les fans et tous les admirateurs viennent t'écouter et te suivre? Alors c'est récent, ça fait j'ai fait ça pendant le confinement. Alors donc j'avais jamais voulu avoir un bon. Après pendant le confinement, je me suis dit bon, il y a une question de comment dire, à la fois de témoignage, afin de laisser des traces, comme tu disais, par rapport à ce que je fais, vu que je fais pas d'album, j'écris pour les autres, mais c'est toujours porté par d'autres personnes, avec avec aussi les bémols que ça peut en avoir, c'est-à-dire que des gens qui veulent me joindre puissent me joindre. Alors dedans, il y a des gens intéressants et d'autres beaucoup moins évidemment, mais je crois qu'on a tous le même problème, donc et c'est pour ça que maintenant j'ai ma page Facebook, Jacques Venez-Rousseau. Pour l'instant je m'en tiens à ça, et c'est largement suffisant. Là-dedans je mets des publications, je mets des vidéos, je mets des chansons inédites de temps en temps. Voilà, j'ai mis une chanson inédite que j'ai fait pendant le confinement, qui s'appelle Ces anges anonymes, parce que ça me paraissait amener un petit témoignage par rapport à cette période qui malheureusement n'est pas encore finie, et puis des passages importants de ma carrière, et puis il y aura régulièrement des choses de mon actualité. Alors pour conclure cette interview, qu'as-tu envie de dire à nos auditeurs? Un dernier message d'amour de ta part pour eux? Quand on est auteur-compositeur et pas interprète officiellement, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contact régulier avec les gens qui aiment vos chansons, et direct en tout cas, comme sur une scène, on n'a jamais l'occasion vraiment de leur dire merci, tout simplement, parce qu'en fait très souvent ils savent pas qui est derrière une chanson. C'est tellement important en plus on est dans une génération avant, les anciennes générations d'interprètes citaient toujours leurs auteurs, leurs compositeurs, etc. Ça s'est perdu, bon, c'est la vie, c'est comme ça, etc. Mais derrière une chanson, il y a des gens de l'ombre, comme on dit, et Jean-Jacques appelait ça les géants de l'ombre, d'ailleurs. Il faut penser à eux aussi, et donc moi j'en fais partie, et j'en suis fier. Et je dis merci à ces gens qui sans savoir qui écrit une chanson, et aussi parce que c'est un interprète en particulier qui le fait, mais pas toujours, sont touchés par des mots, par une mélodie, et voilà, et qui suivent, et qui vous envoient un petit témoignage aussi dès qu'ils en ont la possibilité. C'est vrai que maintenant que j'ai cette page, je reçois aussi des témoignages de gens qui me suivaient par mes chansons chantées par d'autres depuis des années et des années. Et voilà, donc c'est l'occasion de leur dire merci, et aussi de ne jamais oublier que le droit d'auteur et puis la préservation des
les applaudissements sont un salaire, mais il faut aussi faire vivre les artistes. Et dans ces périodes, surtout en ce moment très très compliqué, retourner voir des artistes, faire les choses légalement, télécharger, enfin bon voilà, ça permet de vivre au moins à peu près correctement à beaucoup de gens. Merci Jacques pour cette interview exceptionnelle de conversation entre amis spéciale Jacques Veneroso. Radio Plus et moi-même nous te remercions de ton écoute, de ton accueil. Tes fans te suivront bien évidemment et ils te connaissent et j'espère que cette interview va les marquer autant que je suis marquée. Et je vous donne rendez-vous sur Radio Plus pour une prochaine conversation entre amis avec d'autres invités. Je vous dis à très vite. Bye bye. Si, au revoir. On gardera de ces anges anonymes qui calment nos orages le souvenir ultime de foi et de courage, de leurs combats si grands et leurs immenses peines pour nous rendre les vents et le chant des sirènes, nous offrir la chaleur, les couleurs d'un été, comme Vincent peint le cœur des lavandes et du blé, de ces anges anonymes. On gardera tout ça, on gardera tout ça. On gardera en nous leur force et leur envie de lutter jusqu'au bout, eux qui nous ont guéris, en rêvant que demain, après tant de douleurs, on suive d'autres chemins, on oublie nos erreurs, prendre un nouveau départ, voir sa vie bien en face, comme Léo voit l'espoir, avec le temps qui passe, de ces anges anonymes, on gardera tout ça, on gardera tout ça. On gardera leurs gestes et leur voix qui rassure, derniers soldats qui restent pour veiller nos blessures, qui nous donnent la chance d'un horizon nouveau, de retrouver du sens, réinventer le beau, vivre plus haut que soi, plus haut que les absences, comme la voix de Maria fait chanter les silences de ces anges anonymes. On gardera tout ça, on gardera tout ça. Oui, on gardera tout ça. Mais surtout de l'amour. Oui, surtout de l'amour. Compagnons d'infortune, oublions le temps et demandons à la lune si c'était mieux avant, quand on brûlait la route sous nos pas de loup. Malgré l'ombre et les doutes, libre jusqu'au bout, on allait voir derrière tout ce qui saute aux yeux.
loin des vies sans lumière, pour retrouver le feu. Et au bout du grand voyage, il nous restera des rêves sur une page, portés par nos voix. Compagnons d'infortune, oublions le temps. Nos liens passent les lunes, mieux que ceux du sang. Plus d'arrêt aux frontières, au fil de nos rêves, du printemps à l'hiver, ni repos ni trêve. On trouvera des chemins, même en plein désert. On n'aura peur de rien, non. Debout et toujours fier. Et au bout du grand voyage, il nous restera tous ces mots, ces images, portés par nos voix. Compagnons d'infortune, allez, oublions le temps, oublions le temps.